tu es sur IRM.radio. Dans la seconde qui suit, on va manger en France 11 kebabs, soit 350 millions de kebabs dans l'année. À propos, sais-tu que le kebab est un plat qui vient d'Allemagne? IRM scanne ta vie. IRM. Bonsoir à tous et bienvenue sur IRM Radio. Vous êtes dans Bémol, la grande première de l'émission Bémol, les secrets de la musique. On est super content d'être avec vous. Alors ce soir, je vous donne rendez-vous pour la première. Donc tous les dimanches, on parlera musique de 20h15 à 21h15 pendant 1 heure. Vous saurez tout sur les dessous de la musique. On va parler des étapes qui interviennent avant que vous puissiez écouter un morceau. On va aussi vous présenter les métiers de l'ombre. On va se rendre dans les loges des artistes. Enfin, tout ce que vous voulez savoir sur la musique, vous le saurez dans Bémol. On va aussi aborder tous les styles de musique, du classique au rap, en passant par les comédies musicales. Vous aurez les réponses à toutes vos questions. Toutes les semaines, j'accueille un invité et ce soir, c'est Simon Proust. Bonsoir. Bonsoir. Et à la réalisation, Anouar. Il vous dit bonsoir. Nous nous excusons pour ces petites minutes de retard. On a eu des petits contretemps techniques, mais on est bien avec vous pour 1 heure et vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur le Instagram irm.radio ou par SMS au 07 71 59 62 68. Et nous poserons quelques-unes de vos questions à notre invité Simon. Au sommaire de ce soir, tout ce que vous avez voulu savoir sur un chef d'orchestre, son rôle, les musiques qui ont marqué sa carrière, ses projets et aussi le mystère qui entoure aussi le métier de chef d'orchestre. Et pour commencer, je voulais te poser une question, Simon. Alors, est-ce que je peux être le chef d'orchestre de cette émission ? Ah, bien sûr. Bon, super. Alors, pour faire un petit peu ta présentation, tu es à la base percussionniste, tu as fait tes études au Conservatoire de Tours, l'endroit où on s'est rencontrés d'ailleurs. Tu as étudié la direction au CNSM de Paris, tu as 29 ans, tu es lauréat de plusieurs prix et tu diriges plusieurs orchestres, qu'ils soient amateurs ou professionnels. C'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Ce que je voulais savoir pour commencer, c'est à quel moment tu as découvert le métier de chef d'orchestre ? Alors, ça remonte à un tout petit moment, longtemps maintenant, puisque j'ai eu la chance de faire partie des chœurs d'enfants d'opéra à l'Opéra de Tours. Je pense que tu connais bien cette salle, tu l'as fréquentée. Et j'ai chanté pour la première fois sur la scène de l'opéra quand j'avais 10 ans. C'était Carmen de Georges Bizet. J'en ai fait 3. J'ai fait Werther l'année suivante et Tosca l'année d'après. Donc c'était 2000, 2001, 2002, ces 3 années-là. Et c'est donc la première fois où j'ai été... j'ose dire le mot confronté, parce qu'on est vraiment face à face quand on chante ou quand on joue d'un instrument, on est face au chef. Et c'est la première fois que j'ai été confronté à un chef d'orchestre. C'est là où je pense j'ai découvert ce que pouvait être un chef d'orchestre. Et puis après, par la suite, j'ai eu la chance de travailler longtemps avec Jean-Marc Cochereau, qui était le directeur du Conservatoire de Tours et aussi le chef d'orchestre de l'orchestre du Conservatoire et de tout ce qui se passait autour de là. Et donc c'est réellement avec lui que j'ai approfondi, j'ai découvert le rôle d'un chef d'orchestre. D'accord. Et ça ne t'a jamais traversé l'esprit de t'orienter plutôt vers le métier de musicien, de percussionniste ? Alors, c'était le plan de départ. Le plan de départ, quand j'ai commencé la musique, moi, j'étais dans la classe de percussion du Conservatoire de Tours et on suivait le modèle des grands de la classe qui avaient 17, 18, 19 ans à l'époque et puis qui se destinaient à ce métier-là et donc qui
préparer les concours pour rentrer dans les conservatoires supérieurs ou déjà qui travaillaient un peu à droite à gauche. Nous, c'était le modèle, bien sûr. Et moi, j'ai pendant longtemps, j'ai voulu faire ça. C'était mon plan de départ. Après, quand j'ai découvert l'opéra, justement à ce moment-là, j'ai voulu d'abord devenir chanteur d'opéra. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et puis après, il y a quelque chose pour les garçons qui arrive assez rapidement, c'est la mue. Et là, tous les espoirs de chant s'effondrent un coup. Et donc après, on est obligé un peu de réfléchir à d'autres choses. Et moi, le chant ne m'a pas réintéressé à ce moment-là. Je ne me suis pas réintéressé au chant. Et c'est là où j'ai découvert réellement ce que c'était que la direction de l'orchestre. Et je me suis orienté assez naturellement, enfin spontanément. Et en même temps, ça a pris beaucoup de temps. Mais il n'y a pas eu un grand chamboule-tout un matin où je me suis réveillé en me disant c'est ça que je veux faire. Non, ça a été un processus très long mais naturel. Oui, ça a été très progressif pour toi dans ton approche. Et ta famille est musicienne ? Alors mes parents sont musiciens amateurs. Ma mère est chef de chœur notamment à toute la partie musicale à la cathédrale de Tours. C'est ma mère qui s'occupe de tout cela. Et mon père est organiste également à la cathédrale de Tours. Donc j'ai grandi dans ce milieu de la musique religieuse avant tout et de la notion de service. La musique au service de quelque chose, là au service d'une religion. Dans ce cas présent. Mais donc mes parents sont dans cette pratique-là. Mon grand-père était aussi organiste et ma grand-mère de l'autre côté donne des cours de piano. Encore aujourd'hui, il y a plus de 80 ans, elle donne des cours de piano, voilà, avec toujours la même passion et la même envie. Une famille de musiciens. Voilà. Pour commencer. Et comment tu définirais, toi, le métier de chef d'orchestre ? C'est pas facile à faire. Il est très compliqué à définir parce que il n'y a pas qu'une casquette. Moi, quand j'ai découvert ce métier-là, je voyais que la partie extérieure, c'est-à-dire le monsieur qui bouge les bras devant et qui cale tout le monde ensemble. Ça, c'est un peu l'image que j'avais au départ. Et en fait, plus on le pratique, on comprend que il faut être multicasquette, il faut être multitâche, il faut faire beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de management, il faut savoir gérer une équipe, gérer un groupe. Et ça, c'est parfois très, très compliqué. Il faut toujours garder la tête froide même quand ça devient chaud. Et puis il y a toute la partie musicale bien sûr, évidemment. Il faut gérer une interprétation, il faut gérer une conduite de répétition, des concerts. Et puis il y a tout ce qui est à côté qu'on n'imagine pas, qui est un peu la partie immergée de l'iceberg. C'est des plannings, c'est des réunions, c'est des rencontres, c'est beaucoup de temps à la table pour réfléchir à des concerts, des concepts, des programmes. Il faut construire en fait réellement c'est ce métier. Donc le public ne voit qu'une toute petite partie, peut-être 2 ou 3%, je ne sais pas si on peut quantifier ça, du métier. Les musiciens de l'orchestre voient beaucoup plus, mais ils ne voient pas tout. Et en fait, je crois que personne ne peut réellement voir tout le métier qu'on fait. Mais je pense que c'est très proche d'un sportif, par exemple, où il n'y a pas que le match, on sait bien. Il y a tout l'entraînement et puis il y a tout ce qui est à côté. Voilà. Et je pense que c'est très proche de ce que peut ressentir un sportif, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a l'aspect conception, l'aspect managérial aussi qui compte beaucoup et qu'on ignore. Nous, on voit, c'est vrai, le chef d'orchestre qui agite ses bras et tous les musiciens qui jouent en chœur. Et c'est vrai que c'est assez beau aussi. Ça fait un petit peu rêver l'image du chef d'orchestre. Bien sûr. Et ça c'est vraiment le très peu, en fait. Très peu de notre métier. C'est, oui, je dirais, un tout petit peu de temps, en fait. La partie concert, réellement, c'est très peu de notre activité. Le gros de notre activité, il est en répétition et il est en amont de tout cela pour préparer. Et ça peut être 1000 choses à préparer. Mais qu'est-ce que toi, tu préfères ? Eh bien, je dois avouer que la partie répétition est très sympathique parce qu'en fait, c'est là réellement où on a un vrai échange avec les musiciens. En fait, c'est la partie au milieu. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu toute la préparation en amont et à un moment, on en a tellement ras-le-bol qu'on a qu'une envie, c'est d'arriver à cette étape où enfin on fait de la musique, en fait. Et bien sûr, le concert est toujours agréable. Mais à partir du moment du concert, j'ai presque envie de dire c'est la touche finale. Mais je pense que pour un pâtissier, par exemple, le moment où il déguste le gâteau, c'est pas le meilleur moment pour lui. C'est le moment où il le construit, il le prépare, il l'assemble, et puis il réfléchit à quel ingrédient on va mettre, quel dosage on va faire, et puis on va faire un test, et on va essayer comme ça. Et c'est exactement ça pour les répétitions. On teste, on essaye, c'est du dosage, beaucoup. Voilà, et bon, ça c'est dans le meilleur des cas, bien sûr. Mais c'est le moment où vraiment on échange. La partie concert, elle est magnifique aussi, mais elle est très inégale. Il y a des concerts qui sont plus ou moins forts, il y a des concerts plus ou moins intenses, il y a des concerts où, voilà, qui passent un peu comme ça, et puis on s'en souvient plus trop le lendemain matin. J'exagère, mais voilà. Et puis il y a des concerts magnifiques, il y a des concerts magiques. Les répétitions, c'est un peu pareil, mais il y a un côté beaucoup plus artisanal. Et c'est là où on construit les choses.
Et vraiment, encore une fois, pour faire un parallèle aussi, c'est le moment voilà, pour la construction d'un bâtiment, par exemple, l'inauguration, c'est pas le meilleur moment. C'est le moment où on boit les petits fours, on mange les petits fours et on boit le champagne. Mais le meilleur moment, c'est quand on voit le bâtiment sortir de terre. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là aussi les répétitions, c'est ça. C'est le moment où on bâtit tout à partir de pas grand-chose. Voilà, on bâtit les fondements du projet qui va aboutir. Et en parlant des répétitions, je voulais savoir si tu adaptais ta manière de faire en fonction du public et des musiciens que tu avais en face de toi, parce qu'on peut s'imaginer que ça a un côté assez autoritaire finalement, le rôle de chef d'orchestre. Alors, j'aime pas du tout le mot autoritaire, pour être honnête. Je pense que cette conception-là du métier est très ancienne. Avant, on avait une série de chefs autoritaires, voilà, avec une discipline de faire dans l'orchestre. Maintenant, c'est complètement différent. Et je mets au défi n'importe qui d'arriver et de faire ça avec un orchestre. Je pense qu'il ne tient pas 3 minutes. Maintenant, voilà, on ne peut plus être dans cette génération-là. Voilà, et je pense que c'est une très bonne chose. Non, je pense qu'on s'adapte évidemment parce que on s'adapte aux personnes qu'on a en face, aux conditions. Un matin ne va pas être la même chose que l'après-midi. Si c'est un groupe de jeunes qui joue, c'est pas la même chose qu'un orchestre de professionnels. Il faut gérer la fatigue, il faut gérer le moment de la journée. Là, par exemple, dans 2 jours, je serai en répétition avec l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui réunit en fait, c'est 2 orchestres en un. Il y a une phalange qui est à Angers, une phalange à Nantes. Et donc, par exemple, à la moitié de l'orchestre qui va se faire 1 heure de bus avant la répétition. Et bien ça, par exemple, je ne peux pas l'ignorer et je suis obligé d'en tenir compte. Alors bien sûr, je n'en vais rien dire au début de la répétition, ça fait partie de leur quotidien, mais il y aura forcément, voilà, il y a des paramètres en plus et ce petit paramètre, par exemple, de voyage ou de fatigue qu'il peut y avoir, ça, c'est des choses qu'il faut absolument prendre en compte. Et on s'adapte naturellement, spontanément en fait. On réagit avec les éléments qu'on a en face, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Parfois, quand il y a quelques petites tensions ou quelques petites choses, il faut désamorcer les choses, il faut s'adapter. Ouais. Et en parlant de ça, est-ce que tu préfères diriger un orchestre d'amateurs ou un orchestre de professionnels? C'est complètement différent. Là, je vais faire une réponse de Normand, c'est impossible de choisir parce que c'est 2 façons complètement différentes d'aborder la musique. Et pourtant, le résultat, à la fin, c'est un concert. Mais tout simplement parce que les amateurs font ça en plus d'une activité professionnelle ou d'études. Je pense que tu connais ça, je sais que tu as pratiqué ça beaucoup. Et les professionnels, c'est leur métier, et donc c'est juste 2 fonctions différentes. J'ai vécu des concerts extraordinaires avec des formations amateurs, j'ai vécu des concerts extraordinaires avec des orchestres professionnels. L'émotion, elle est la même à la fin, mais je peux pas dire que je préfère l'un ou l'autre, c'est impossible. C'est vraiment tellement radicalement différent. Ça marche. Et donc on n'aura pas la réponse à cette question, Non. j'ai bien compris. Et j'ai vu que tu dirigeais des orchestres aussi à l'étranger. Et je voulais savoir si finalement le langage d'un chef d'orchestre était universel. Les gestes, tu veux dire, Oui, ou même la façon de s'exprimer? l'approche, la manière d'appréhender un orchestre, je sais pas, anglo-saxon par rapport à un orchestre français. Est-ce que ça change réellement quelque chose? Non, pas vrai. Enfin, en tout cas, dans les quelques expériences que j'ai pu avoir, on n'a pas une réelle différence. Il y a des orchestres qui réagissent différemment, on va dire, aux gestes. Mais par exemple, il y a une tradition, c'est qu'on dit toujours que les orchestres plutôt de pays germaniques jouent derrière le geste. Ils jouent au fond du temps, ils jouent tard après le geste du chef d'orchestre, ce qui implique aussi un geste assez particulier. Bon, les choses sont honnêtement, en train d'un peu de s'estomper et de s'universaliser, mais les orchestres s'adaptent énormément au geste du chef et le chef s'adapte aussi énormément, normalement, à l'orchestre. Donc, non, la façon de s'exprimer, je pense pas qu'elle soit réellement différente. Évidemment, il y a les barrières de la langue, donc par contre, il faut s'adapter. Il y a des expressions qu'on a typiquement en France qu'on peut pas reproduire à l'étranger. Il y a aussi des choses typiquement anglaises ou typiquement germaniques. Voilà, il y a des petites tactiques comme ça, mais l'approche, en tout cas, elle est pas du tout différente. Et heureusement d'ailleurs, ça nous permet de voyager et ça nous permet d'accueillir beaucoup de chefs aussi ici dans des orchestres français qui viennent de l'étranger et qui font un travail magnifique. Et qui apportent aussi quelque chose de différent Bien sûr. en fonction de leur personnalité et de leur culture. Bien sûr, alors ça par contre, sur les personnalités des chefs, là les cultures peuvent être différentes et un chef russe ne va pas forcément travailler de la même façon qu'un chef français, un chef germanique, un chef anglais, voilà. Chaque chef peut apporter aussi sa touche et sa personnalité et son caractère à la répétition et au concert. Et alors comment tu arrives à transmettre justement cette touche de caractère, ta personnalité? Comment tu vas faire comprendre, comment tu vas faire passer tes indications? Tout peut marcher. Par tout le corps, par les mots. Il y a des orchestres qui sont très sensibles aux mots, donc il faut leur parler, il faut leur expliquer. Voilà, il y a des orchestres, ils ne supportent pas qu'on parle.
Et donc, il faut faire par les bras, par les yeux. Moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les yeux en concert, par exemple. J'ai besoin de ce contact avant tout en concert. En répétition, beaucoup moins. Mais en concert, je peux être les yeux dans les yeux avec des musiciens pour essayer de leur transmettre quelque chose. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein, bien sûr. Il faut que le musicien en face soit réceptif, il faut qu'il y ait le contact, parce que des fois on l'a pas. Mais les bras vont être très importants. On va évidemment, ça c'est quand même un peu la base de notre métier. Mais il y a des très grands chefs qui n'ont pas un bras formidable, c'est-à-dire qui n'ont pas un bras très précis ou un bras très expressif, mais qui vont avoir un résultat exceptionnel parce qu'ils savent expliquer avec des mots ce qu'ils veulent. Et du coup, le concert est formidable parce que les répétitions ont permis de tout construire. Il y a des chefs qui sont très mauvais en répétition, qui ne savent pas expliquer ce qu'ils veulent, mais ils savent montrer. Et donc ça fait des concerts exceptionnels. Vraiment. Voilà, après il y a aussi des chefs qui ne savent faire ni l'un ni l'autre, et puis il y a des chefs qui savent faire les deux, et ça c'est exceptionnel. Voilà, là c'est vraiment les C'est plus le grands. Graal du chef d'orchestre. Ah bah quand on peut s'exprimer à la fois par les bras, les gestes, le corps et les mots, on a toutes les armes. Donc après, il suffit juste de sortir les bons outils au bon moment. Mais le métier de chef, c'est ça en fait. Un prof m'avait un peu expliqué ça, il m'a dit c'est comme quand on est dans un atelier et puis on a cette espèce de grand mur où il y a plein de tiroirs avec plein d'outils. Le but du jeu, c'est d'avoir le maximum d'outils et après de pouvoir se servir exactement du bon au bon moment pour avoir ce qu'on veut. Et c'est exactement ça le métier de chef. Et donc je pense que toute notre vie, on essaye d'acquérir de plus en plus d'outils pour après pouvoir au bon moment se sortir d'une situation ou pouvoir exiger du musicien ce qu'on veut, mais en lui disant exactement ce qu'il faut ou lui montrant exactement ce qu'il faut. Et ça, je pense que c'est le travail d'une vie. Oui, tout à fait. Et là, on vient de recevoir un SMS sur le numéro de la radio de quelqu'un qui voulait savoir si la baguette, finalement, avait une importance pour le chef et quelle était la différence d'une direction avec ou sans baguette. Alors, la baguette peut être utile dans le sens où elle prolonge le bras. Je sais qu'il y a une partie des auditeurs qui peuvent voir l'émission, donc peut-être qu'ils peuvent voir ce que je peux faire, mais ça prolonge une partie du bras, donc ça permet d'amplifier le mouvement. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose de mathématique, de physique. Quand quelque chose qui prolonge fait un geste plus grand. Et c'est pratique notamment par exemple à l'opéra, où quand les scènes sont très grandes, très vastes, quand on a des musiciens ou des chanteurs qui sont très loin, ça permet d'un peu amplifier ça. À l'opéra, c'est un rôle très utile aussi, parce que tout est noir à l'opéra pour la lumière, et la baguette, elle est souvent d'une couleur claire, soit blanche, soit marron clair. Voilà, et donc c'est bête, mais on la voit beaucoup plus que la veste noire du chef. Après, on peut très bien diriger sans baguette. Ça marche aussi excellemment bien. De très grands chefs dirigent sans baguette et sont très clairs. La baguette, parfois, en fait, il faut savoir s'en servir. J'ai un prof aussi qui nous a appris à essayer d'être sensible à ça. Des chefs qui ne savent pas se servir de leur baguette, c'est un désastre. Parce que ça vient par contre perturber, parce que ça vient amplifier, mais tous les mouvements parasites. Donc parfois, il vaut mieux dire enlève la baguette, c'est beaucoup mieux sans. Et parfois, voilà. Donc un chef qui sait se servir, c'est pareil, c'est un outil en plus. Un chef qui sait bien servir de sa baguette, c'est magnifique. Je ne sais pas si je suis dans ce cas-là, je n'en ai aucune idée, parce que ça m'arrive autant de faire des choses avec et sans baguette. Donc voilà, ça dépend aussi des répertoires. On a tendance à dire que quand c'est un tout petit ensemble, quelques musiciens, on ne prend pas la baguette. Bon, ça c'est plus ou moins vrai. Il faut juste être à l'aise avec. Donc il y a des gens qui en ont besoin en permanence, il y a des gens qui n'en ont pas besoin, et puis il y en a un peu comme moi qui alternent en fonction et du répertoire et du moment aussi. Voilà, moi j'ai une période sans baguette où je ne sentais pas, et là en ce moment c'est une période avec. Voilà, peut-être que dans 2 mois il va y avoir une période où j'y arriverai plus, donc on va changer. Bon Simon, on va maintenant parler un petit peu de tes goûts musicaux. Et justement, tu as choisi de nous faire écouter la valse de Maurice Ravel, dirigée par Simon Rattle. On va l'écouter et juste après, tu vas nous expliquer pourquoi elle est importante pour toi. Alors restez bien avec nous, vous êtes dans Bémol sur irm.radio.
êtes toujours sur irm.radio dans Bémol et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous regarder en direct sur Twitch, réagir sur le Instagram irm.radio ou nous laisser des messages au 07 71 59 62 68. Alors Simon, en quoi cette musique elle est importante à tes yeux ? C'est l'un des premiers chocs musicaux que j'ai ressenti quand j'avais, je sais plus quel âge, ça devait être 10-11 ans. Pareil, c'était à l'Opéra de Tours, un concert symphonique de l'Orchestre Symphonique Régent Centre Tours de l'époque, dirigé par Jean-Yves Ossons, ça je m'en souviens, qui était le directeur musical à l'époque. Et ça a été un choc à ce moment-là. Je me souviens encore voilà, je suis resté scotché à ma chaise à l'époque, au Grand Théâtre. Je me souviens exactement de ma place dans l'opéra. Alors j'ai vu pas mal de concerts dans cette salle-là, et j'ai un peu oublié où j'étais, j'arrêtais pas de bouger, changer de place. Mais là, j'avoue que la valse de Ravel, je me souviens exactement de la place que j'avais, tellement ça m'a marqué. Tu étais où alors ? J'étais à l'orchestre, j'avais au 10e ou 11e rang. Il faudrait que je sois dans la salle pour me dire exactement où j'étais, mais j'ai pas le siège. Mais je me souviens exactement de la vue que j'avais sur l'orchestre et des instruments que je pouvais voir. Et notamment, je pouvais voir les cordes, ce qui est assez rare en tant que percussionniste. On est toujours loin, on est toujours derrière. Et je voyais au fond, parce que les percussionnistes sont loin et en l'air, et je voyais les percussions qui n'arrêtaient pas de jouer là-dedans. Et moi, ça m'a fasciné. Et je me souviens de cette puissance dévastatrice qu'on a entendue là à l'instant. Et ça a été la première fois où je me suis dit que la musique pouvait avoir un pouvoir exceptionnel. C'est ce pouvoir dévastateur, ce pouvoir vraiment de pouvoir vous scotcher à un siège et vous dire, mais prendre à la gorge. Et après, il y a un moment où on retombe complètement. Et ça a été la première fois où j'ai ressenti ça. Alors après, sur d'autres pièces, moi j'ai pu le découvrir par la suite, mais c'est la première fois et c'est le premier souvenir, je crois, que j'ai d'un concert symphonique. Une explosion d'émotions. Complètement. Et est-ce que tu as eu l'occasion de jouer cette pièce par la suite ? Et non, diriger ? Je n'ai jamais encore dirigé la valse. Je l'ai travaillé, je l'ai beaucoup travaillé, je l'ai faite en répétition avec un orchestre universitaire. Je l'ai dirigée avec 2 pianos dans le cadre d'un cours de direction, mais je ne l'ai jamais faite en orchestre, à mon grand regret. Un jour, ça viendra, j'espère. C'est pour quand alors ? Je ne demande que ça. Je ne demande que ça. Mais c'est une œuvre qui est très difficile, donc impossible d'être programmée par un orchestre amateur ou un orchestre d'étudiants. Ça, par exemple, typiquement, c'est tellement difficile qu'elle n'est pas jouable. Donc, je ne me risquerai jamais à faire ça avec un orchestre de ce type-là. Voilà. Mais je n'ai encore jamais. Comme quoi, il y a toujours encore, il y a encore des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à découvrir et à diriger. Et j'ai vraiment à la fois hâte et en même temps, je me dis. Gardons ça loin une fois que je serai prêt, une fois que je me sentirai prêt à vivre ce moment-là en direct. Et en dehors de l'orchestre, toi, qu'est-ce que tu aimes écouter comme musique ? Alors beaucoup de jazz, vraiment, j'ai découvert ça aussi un peu sur le tard, on va dire, et j'ai un grand attachement à la chanson française, voilà, alors un peu vieille, moi j'ai toujours eu quelques époques de retard, hein. Moi quand tout le monde écoutait Beyoncé, moi j'écoutais plutôt Aznavour et Traîné, mais voilà, mais plus par des mes parents m'ont fait découvrir ce genre de musique-là voilà. Donc moi j'ai toujours été un peu en retard sur mon époque. Voilà, moi je découvre des chanteurs des années 90 maintenant. Voilà, il est jamais trop tard. Mais vraiment cette chanson française avec ses belles voix et ses beaux textes de l'époque, moi que ce soit Barbara notamment, Barbara Traîné, Gainsbourg, toute cette génération-là de chanteurs, moi m'a toujours passionné, me passionne aujourd'hui. J'ai l'occasion, là, en ce moment, de pouvoir les mêler à des spectacles et à des concerts. Donc, j'en suis en plus ravi de pouvoir cumuler ces 2 passions-là. Voilà, parce que je vais pas commencer à dire des méchancetés sur des artistes actuels, mais c'est des chanteurs qui travaillent énormément et qui ont une conscience professionnelle qui était absolument incroyable. Et rien que pour ça, et d'ailleurs, aujourd'hui, on les écoute encore, c'est pas pour rien. Voilà, que ce soit Gainsbourg notamment, Aznavour, Traîné, sont ces 3 qui sont là, Montand bien sûr, Brel, enfin toute cette génération-là d'artistes sont pour moi des gens qui comptent et que j'écoute régulièrement et que j'ai passion à écouter en dehors de la musique classique, en dehors de la musique symphonique. C'est ça, comme quoi un chef d'orchestre écoute aussi autre chose que les répertoires qu'il fait jouer, ou peut faire jouer un répertoire différent à ses musiciens. Bien sûr, on peut, et puis c'est même sain d'écouter autre chose, parce que sinon on tourne en rond, on devient un peu dingue, sinon on sort pas du travail en fait, parce que le problème qu'on a, c'est que comme c'est notre métier, et c'est ce qu'on fait un peu tous les jours, dès qu'on veut se détendre, on met une symphonie, ben oui, mais on pense tout de suite au boulot, ou alors ça nous rappelle des souvenirs, on l'a fait, on l'a dirigé, on veut la programmer, on n'a plus du tout la même oreille. Et j'étais à l'opéra cet après-midi, et voilà, il y a toujours une oreille où on observe le chef, on observe l'orchestre, on pense à telle voix, oui mais tel chanteur, je l'ai déjà rencontré, et hop, et tout de suite, c'est très dur de déconnecter, alors qu'avec d'autres styles de musique qu'on ne pratique pas, là on peut vraiment couper et apprécier l'artiste, ou juste se divertir et juste lâcher prise, ce qui est beaucoup plus difficile. Comme quelqu'un de lambda Complètement. qui écouterait de la musique finalement. Exactement. D'accord. Et la musique que tu préfères diriger, ta musique de prédilection ?
j'ai envie de dire celle que je fais en ce moment. Voilà, ça me permet de ne pas d'exclure personne. Donc, Euh, c'est-à-dire, Là, demain, ce sera de la musique contemporaine. Mardi, ce sera de la musique russe. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est très dur de choisir. Il y a des choses sur lesquelles on a plus ou moins d'affinité. Je sais que j'ai plus d'affinité avec la musique française et russe, mais en même temps, une symphonie de Beethoven, c'est quand même génial. Une symphonie de Mendelssohn, c'est extraordinaire. Un concerto de Prokofiev, c'est magnifique. Enfin, c'est compliqué de choisir, c'est compliqué de dire voilà, on peut être plus à l'aise par contre, ça arrive et parfois c'est plus ou moins avec le travail, parfois avec spontanément on va être plus attaché à tel compositeur. Et moi j'avoue que j'ai un attachement et un lien particulier avec la musique russe et française, voilà. Je suis à l'aise dans ce répertoire-là, c'est quelque chose qui me plaît, qui me convient, dans lequel je me retrouve particulièrement. Mais je vais être très à l'aise demain, enfin j'espère en tout cas, mais dans la musique contemporaine j'en fais énormément et j'adore ça. d'accord, merci. On disait tout à l'heure que tu étais percussionniste et justement, quelqu'un qui a compté pour toi a voulu te poser une question et on aura ta réaction juste après l'avoir écoutée. Bonjour Simon, l'invité mystère qui te parle. Eh bien écoute, une petite piste, mais je pense que tu vas trouver assez vite. On a commencé ensemble à faire de la musique, tu avais 2 baguettes entre les mains. Après, je t'ai un petit peu guidé pour en avoir 4 baguettes, donc 2 baguettes dans chaque main. Et ça t'a permis d'affirmer ton, ta vie de musicien percussionniste et de l'épanouir en tout cas. Et puis après, bah, tu as décidé d'arrêter et de ne plus garder qu'une seule baguette dans tes mains, voire même quand tu diriges, tu n'as même plus de baguette. Alors j'en suis pas déçu parce qu'on a fait tu as fait un beau parcours et on a fait un beau parcours ensemble, donc j'en suis ravi et je suis ravi de ta nouvelle carrière qui s'annonce de chef d'orchestre et qui grandit. Non, ma question c'est peut-être plus autour de, maintenant que tu sais vraiment qui je suis, c'est plus autour du fait justement que tu as été musicien, tu as pratiqué la musique derrière un instrument et que tu t'es exprimé avec un instrument, la percussion. Quel regard ça te donne en tant que chef d'orchestre avec les musiciens qui sont devant toi, et puis aussi le regard un peu plus aigu que tu peux avoir et l'écoute aiguë que tu peux avoir avec les percussionnistes. Voilà, bah si tu peux partager ça, ces réflexions-là avec les auditeurs, eh ben merci. Une petite pierre à cet entretien. Je remercie donc Jean-Baptiste Couturier, tu l'auras reconnu Simon, Oui. qui était ton professeur de percussion au Conservatoire de Tours et je te laisse répondre à sa question. Elle est pas simple sa question et c'est assez émouvant pour moi de l'entendre comme ça, même si on garde contact, on se voit régulièrement. Je le reconnais bien là dans sa question. Elle est à la fois piège parce que je vais me fâcher avec des familles d'instruments si je dis que la percussion est le plus bel instrument du monde. Mais l'avantage de la percussion, c'est que c'est une famille qui est très vaste où on a plein de choses. On connaît un peu trop le côté batterie, qui est une très grande partie de la famille, mais il y a beaucoup de choses autres. Il y a toute la partie clavier avec des xylophones, marimba, glockenspiel, vibraphone. C'est une famille aussi qu'on connaît un petit peu plus. Et puis il y a toute la partie peau, la timbale. Et puis c'est une famille qui est immense, vraiment immense, et qui demande et qui oblige à une certaine polyvalence. Et donc à la fois, je pouvais faire des suites de Bach. J'ai joué moi des suites de Bach au marimba, ça m'a ouvert sur ce répertoire-là et je faisais beaucoup de musique contemporaine parce que la percussion est une musique, un répertoire qui est très récent dans l'histoire de la musique, donc qui s'est beaucoup développé et qui se développe encore énormément aujourd'hui. Donc ça m'a offert vraiment une ouverture gigantesque et Jean-Baptiste qu'on a entendu là est particulièrement doué pour ça, pour nous ouvrir sur un répertoire qui est le plus grand possible et ce que permet la percussion. Donc ce que m'a apporté la percussion, c'est voilà, cette ouverture-là et cette curiosité pour aller vers des répertoires nouveaux, différents, un peu étonnants. Moi j'ai fait de la transcription pour luth, des pièces pour luth qui datent du 15e siècle au marimba. Alors ça marche plus ou moins, mais j'ai pu aborder très modestement, très très légèrement ce répertoire-là. Qu'est-ce que c'est un luth? Un luth, c'est une guitare très ancienne, pour résumer un tout petit peu, avec beaucoup de cordes, voilà, qu'on pouvait trouver dans les cours à l'époque, avec un répertoire extrêmement complexe, extrêmement savant, et qui aujourd'hui vit encore, heureusement, voilà, mais qu'on peut adapter à la percussion, par exemple. C'est typiquement l'exemple de l'ouverture et de ce que permet la famille de la percussion. Alors pour répondre à sa question sur ce que ça m'a permis, c'est donc cette ouverture-là, cette curiosité-là. Et alors comment je regarde aujourd'hui grâce à la percussion, je dirais, il n'y a pas un jour sans que je pense à cet instrument-là et à cette famille-là. Ça m'est utile en permanence parce que la conscience rythmique, c'est ça, la percussion travaille avant tout sur le rythme, ça c'est pas un mystère. Et le rythme aujourd'hui, je
Je dirais que c'est toute ma vie et c'est primordial quand on aborde une partition. Même si c'est quelque chose de très chanté, très mélodique, par exemple, on a besoin du rythme. Et ça, c'est une énorme force que m'a offert la percussion, c'est de pouvoir en permanence avoir cette conscience rythmique. Et c'est une aide. Je pense que et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de chefs qui sont passés par la percussion ou qui ont un passé de percussionniste, parfois à plus ou moins long terme. Mais voilà, c'est une aide immense qu'on a. Après, il peut y avoir de très bons chefs violonistes, de très bons chefs flûtistes. Ça, c'est pas le problème. Mais la percussion, je pense, aide beaucoup. Et c'est ce que m'a permis Jean-Baptiste, c'est ce que m'a permis la percussion à l'époque. Donc je retiens qu'il aura joué un rôle très important dans son parcours. Ah, je pense que je peux lui dire, ça a été c'est presque un père pour moi en musique. Voilà, il y en a eu d'autres, je pense qu'il y en a 3 réellement qui viennent de Tours. C'est lui, c'est Jean-Marc Cochereau qui est malheureusement plus là aujourd'hui. Oui. Et, qui était donc qui était directeur du conservatoire de Tours. Voilà, et chef des orchestres. Chef des orchestres à Tours. Voilà, et qui m'a fait découvrir ce milieu de la direction. Donc Jean-Baptiste, Jean-Marc et Anne Aubert qui est prof d'écriture à Tours, alors c'est un poste très particulier, mais qui aujourd'hui, moi je lui dois beaucoup. C'est elle qui peut-être m'a poussé à oser certaines choses, à aller au Conservatoire de Paris, à me présenter, etc. etc. Elle a joué un rôle clé dans l'ombre, mais voilà, j'en ai 3 et Jean-Baptiste a été le premier parce qu'il m'a connu, j'avais 7 ans. Voilà, ouais. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît maintenant. Il a connu le petit enfant. J'ai pas beaucoup grandi depuis, mais voilà, j'ai gagné en centimètres de cheveux, mais c'est tout. Donc on remercie encore beaucoup Jean-Baptiste Couturier pour sa contribution. Je voudrais maintenant que tu nous délivres quelques anecdotes, trucs et astuces sur ton métier. Et pour ça, je t'ai préparé quelques questions. Alors la première, c'est qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais chef ? Le bon chef aide les musiciens, le mauvais chef les dérange. D'accord. Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon chef d'orchestre ? Être bienveillant, je pense, être gentil, être à l'écoute, être diplomate. Ça fait beaucoup, mais je pense que c'est avant tout les qualités qu'il faut. Oui. Et la pire chose qui puisse t'arriver pendant un concert ? Elle m'est arrivée, c'est d'être malade en plein concert. Ah. Voilà. Raconte-nous ça. Je suis pas sûr que tout le monde puisse l'entendre, mais c'est la pire hantise, je pense, de n'importe quel artiste, c'est d'être malade en scène, d'avoir un malaise en scène ou d'avoir un problème de santé en scène. Je pense que ça, c'est l'une des pires choses qui puisse arriver pour nous, c'est l'angoisse. Et ça m'est arrivé dans un concert, voilà, avec l'orchestre de Tours, voilà, où j'ai eu un petit moment de pas bien, dirons-nous. Et ça, c'est, je pense, l'une des pires choses. En tout cas, c'est l'un des pires cauchemars que je puisse avoir, c'est d'être malade en scène, d'avoir un problème de santé en scène. Mais ça, c'est bien fini. Oui, finalement. Ça c'est bien fini. On a fini le concert. Ah. Oui, non, il n'y a pas eu ça n'a pas été grave. Mais l'histoire de la musique et même le spectacle vivant regorge d'anecdotes où avec un artiste qui fait un malaise et parfois c'est grave. Voilà, ouais. Je veux pas porter la poisse à quelques-uns voilà, mais voilà, des chefs sont décédés au podium, ont eu des malaises graves, voilà, et même de voir un artiste souffrir en scène, ça c'est terrible. Ça c'est vraiment la pire angoisse que moi j'ai en tant que public. Je ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir en scène. Et alors quand c'est pour moi aussi, c'est vraiment voilà, ça m'est pas arrivé beaucoup, mais j'ai vécu ce cauchemar-là au moins une fois, donc voilà, j'espère pouvoir dire je l'ai fait une fois et après jusqu'à la fin de ma vie, c'est fait. On l'espère aussi. Voilà. Et le plus exaltant dans ton métier, quel est le souvenir s'il y en avait un ? C'est justement, on en parlait tout à l'heure, le moyen d'échanger avec les musiciens par les regards. Les contacts avec les yeux sont, je pense, les plus forts. Et j'ai quelques souvenirs comme ça d'échanges musicaux. Et c'est ce qui est magnifique, c'est que là, il n'y a pas de mots. On n'utilise pas les mots en concert. Et ça, j'ai quelques souvenirs magnifiques d'échanges. Et justement, où le musicien réagit, on suit. C'est vraiment c'est comme une discussion, mais avec la musique, avec un instrument et avec les yeux. Et on se parle avec les yeux. Et ça, c'est quand même le plus beau dans notre métier. C'est pouvoir faire ça, c'est pouvoir s'exprimer sans mots. C'est de la communication non verbale, en Exactement. fait. Et la chose que tu aimes le moins dans ce métier ? Oh là, à la fois il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas et en même temps ça fait partie du métier donc on l'aime, mais il y a toute une partie un peu administrative purement voilà, qui n'est pas forcément toujours très drôle, mais qui est malheureusement nécessaire, des choses où on doit faire des plannings très précis pour voilà, il faut que tout rentre dans le planning, il faut penser aux effectifs pour que les musiciens par exemple, les trombones qui jouent pas dans tous les mouvements de la symphonie, il ne faut pas qu'ils attendent 1 heure avant de jouer, donc il faut qu'on prévoit de faire le mouvement où ils jouent avant, puis après, c'est ces genres de choses-là qui ne sont pas forcément toujours amusantes, mais qui sont hyper importantes.
C'est beaucoup de rendez-vous parfois pour où il faut se défendre. Il y a une chose qui n'est pas forcément amusante aujourd'hui, c'est la partie beaucoup plus la directrice administrative, directeur administratif, où il faut aller chercher de l'argent malheureusement pour notre métier, et ça c'est vraiment pas drôle. En tout cas moi c'est une partie qui n'est pas forcément agréable, mais qui est vitale. Et pour beaucoup de gens, voilà, on est obligé d'aller se vendre et se dire, ou aller essayer d'aller convaincre des gens de nous soutenir, de nous donner de l'argent pour pouvoir continuer à faire nos spectacles, à produire quelque chose. Ça, c'est pas la partie la plus amusante du job, mais elle fait partie de ce métier-là. Donc la démarche de coordination et la démarche commerciale, c'est ce qui te plaît le moins? Ah oui, ça c'est. Et puis je suis pas fait pour ça. C'est pas mon point fort. Moi, je suis là pour être. Je suis vraiment heureux sur un podium à faire de la musique avec des musiciens. Comment on fait pour être à l'aise devant tant de musiciens, devant une armée de musiciens? En fait, on oublie très vite la masse, le nombre de personnes. Les premières fois, je dis pas que c'est facile, hein, mais parfois, c'est beaucoup plus. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus à l'aise devant 90 musiciens que devant 5 musiciens. Ah bon? Parce que devant 90, il y a une masse, en fait, et du coup, on compte plus. Il y a beaucoup de monde. Et par contre, devant 5 musiciens, je peux être terrorisé. Parce que là, c'est vraiment, on s'adresse à une personne en individuel, mais qui forme un groupe en face. 90, je pense qu'un artiste qui se produit devant le Stade de France, c'est pas plus effrayant que de faire l'Olympia ou de faire un petit théâtre. Et d'ailleurs, les humoristes, je sais qu'ils testent beaucoup leur spectacle dans des toutes petites salles, parce que c'est des publics qui sont beaucoup plus exigeants, beaucoup plus difficiles, alors qu'il peut y avoir 20 personnes, mais si 20 personnes rient, ils savent que 80 000, ça va rire. Voilà. Et c'est la même chose pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise devant un grand groupe que devant un petit groupe. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, qu'on soit face à 15 personnes ou 100 000, à la limite, voilà, on ne les voit pas une par une, c'est ça? Oui, la seule différence, c'est la façon de parler. Voilà, on va parler plus fort face à un grand groupe, on va parler parfois plus lentement. Il va y avoir un moment entre le moment où on arrête l'orchestre, par exemple, pour donner une indication, forcément, entre le moment où on arrête, il va y avoir un plus grand délai quand le groupe est grand, forcément, le temps que le son et le silence arrivent. Mais c'est vraiment des toutes petites différences. Et quel a été le moment le plus gênant de toute ta carrière? Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé la pire chose qui t'était arrivée. Là, c'est plutôt le côté gênance. Le côté gênant, alors un moment que j'ai vécu, que j'ai très mal vécu, c'était il y a plus de 10 ans. Jean-Marc Cochereau, on en parlait tout à l'heure, qui dirigeait l'Orchestre des Jeunes du Centre, m'avait dit tiens, tu dirigeras cet après-midi un peu de la répétition. J'avais 17 ans, je crois. Il m'avait dit tu dirigeras un peu la répétition. Voilà, si tu veux, je te laisse la baguette, puis tu fais toi. Et j'ai fait 30 secondes, un peu plus, puis c'était la catastrophe. Je crois que j'ai coulé, et en fait, il a repris la baguette très vite parce qu'il sentait le naufrage, vraiment. Alors là, mais c'était une catastrophe. Et je me souviens juste que c'est extrêmement gênant parce que là, ça tourne presque à l'humiliation, malheureusement, mais c'est pas lui qui m'a humilié, c'est moi qui étais très mauvais. Et devant 90 personnes. Et là, par contre, la masse est terrible. Là, c'est très gênant d'être devant 90 personnes et se sentir complètement inutile, ne servir à rien et être relégué sur le côté parce voilà. Ça a été un moment traumatisant et en même temps qui m'a servi pour me construire derrière. Et justement, qui ne va jamais devant un groupe si tu ne te sens pas prêt ou si tu n'es pas prêt. Voilà. Et là, moi, j'avais 17 ans, il m'a mis dans une situation dans laquelle je n'étais pas prête à répondre et j'aurais dû dire non au départ. Voilà. Là, c'était très gênant. Oui, pour moi, ça a été très gênant. Et je pense pour les gens en face aussi, oui. Il y a eu un moment de gênance. Mais j'ai encore quelques témoins de l'époque, je pourrais leur demander, avec qui on s'entend bien sûr, mais ça a été très gênant. Oui. Ah, c'est vrai que quand on est musicien, on n'a pas envie que le chef d'orchestre soit justement gêné ou ait un petit moment de solitude. C'est terrible. Voilà, on a plutôt envie qu'il réussisse et que l'orchestre fonctionne. Alors, ça dépend si l'orchestre est avec le chef ou pas. Quand l'orchestre est avec le chef, en effet, tout le monde a envie d'aller dans la bonne direction et on a tous envie que ça se passe bien. Par contre, il existe parfois des situations où où l'orchestre est contre le chef, ça se passe pas bien. Et alors, dans ces cas-là, c'est presque pire que tout parce que l'orchestre ne va rien faire pour aider le chef. Mais ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé au départ. Soit la personne n'est pas à sa place devant l'orchestre et du coup l'orchestre lui fait comprendre. C'est très violent parfois, ça peut être très violent ce métier. Il peut y avoir, on peut se prendre des claques dans la figure qui sont monumentales. Ça arrive très souvent. Oui. C'est une histoire de légitimité aussi peut-être. Bien sûr, il faut se sentir à l'aise, il faut se sentir, il faut se sentir crédible et c'est très important de se sentir à l'aise et d'être surtout préparé. C'est avant tout du travail. Il faut travailler pour être à cette place-là, sinon c'est pas la peine. On a une question d'un auditeur qui nous demande combien tu gagnes pour faire ton travail.
Eh ben, alors là, je ne vais pas forcément envoyer mes fiches de paie ni mes bulletins de salaire, mais ça dépend. Alors là, c'est très très variable. C'est très très variable. Sur des petites structures, ils vont pas nous payer beaucoup. Sur des très grandes maisons, ils vont avoir plus les moyens. Ça dépend après. C'est presque comme dans les artistes, les peintres. Il y a une cote. Donc un très grand chef va évidemment être vraiment beaucoup payé, comme des très grands solistes. Et puis voilà, moi je suis pas à un moment de ma vie où on peut me payer beaucoup et je ne demande pas grand-chose. Heureusement, enfin, je pense que je fais pas ce métier pour l'argent. On a la chance d'être souvent pas mal payé, je dois le dire. En tout cas, on est vraiment pas à plaindre. Mais moi, je travaille pas non plus du 1er janvier au 31 janvier. J'ai pas une activité régulière. Quand on est chef invité comme en position, on n'a pas la chance de gagner de l'argent toutes les semaines, donc au mois. Donc voilà, un chef qui est en position quelque part, qui est directeur quelque part, lui va avoir un salaire mensuel. Et après, tout se négocie aussi dans ce métier-là. Donc non, j'ai pas de chiffre à donner, mais voilà, mais ça dépend vraiment du musicien, du chef et de la carrière qu'on a et de la structure qui nous accueille. On a peut-être un auditeur qui voit des perspectives de carrière. Et dans ces cas-là, je lui déconseille de faire ce métier-là, en tout cas. Ah bon ? Ah oui. Il faut surtout pas faire ce métier-là pour l'argent. Ah non, oui, voilà. pas pour l'argent, mais faut pas lui déconseiller de vouloir faire ce métier. Bien sûr que non. Mais s'il veut pour gagner de l'argent, absolument pas. D'accord. Absolument pas. J'ai une dernière petite anecdote, un petit truc et astuce à te demander. Est-ce que tu te rends vraiment compte quand un musicien il fait une bêtise, il fait par exemple du playback ? Est-ce que tu entends ? Ça peut arriver, c'est pas forcément simple dans la masse, mais si, ça peut arriver. On voit un musicien qui bluffe, oui, mais on voit beaucoup de choses de la place du chef. Hein. On voit beaucoup, on a un regard complètement polyvalent. Donc on voit beaucoup de choses, des échanges d'SMS entre des musiciens, des petits mots qui passent dans l'orchestre, un musicien qui a un bouquin ou qui n'est pas attentif, ça se voit, mais parce qu'on a la chance d'être un peu en hauteur et on a un regard complètement panoramique, donc on voit tout. Après, il faut être attentif, ça veut dire qu'au moins on a un contact avec les musiciens et il faut les regarder. Si on est le nez dans notre partition ou si on a les yeux qui fuient, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien, donc c'est plutôt bon signe quand on voit ce genre de petites choses là. Mais on a tous plein de petites histoires, plein de petites anecdotes à raconter sur les petites choses qu'on voit dans l'orchestre qui sont exceptionnelles, qui sont très marrantes souvent. Et est-ce que tu arrives à entendre plus particulièrement le son de chacun ? Non, enfin, dans les vents, oui, parce que les instruments à vent sont individuels. C'est une flûte, quand il y a 2 flûtes, ils ont chacun une voix différente. Donc oui, là on les entend, on a l'occasion de les entendre individuellement. Pour les cordes qui sont dans des grandes masses, on entend à peu près les gens qui sont devant. On entend ce qu'on appelle les premiers pupitres, c'est-à-dire les gens qui sont autour de nous, le premier violon, celui qui est juste à côté. Là, on peut les entendre individuellement. Après, c'est une écoute d'ensemble et c'est quasiment impossible d'entendre le son individuellement. Oui, et c'est pas très intéressant. Oui, mais bon, c'est une petite question de musicienne, de savoir est-ce que le chef, finalement, il m'entend quand je fais un petit couac. Alors par contre, oui, on entend quand un musicien se trompe, on n'est pas avec les autres, ça on l'entend tout de suite, parce que ça dépasse. Ah d'accord. Voilà, quelqu'un qui part un peu avant, qui dépasse un peu, qui joue plus longtemps que les autres, ça on l'entend tout de suite. Oui. Mince. Oui. Après, il faut avoir l'œil au bon moment pour savoir qui c'est exactement. Ah oui, c'est ça, on entend, mais on se dit, c'est par là. Voilà, après, les musiciens ont toujours un regard qui les trahit. Je voudrais maintenant qu'on passe à tes projets et ton actualité. J'ai vu que tu avais monté un concept qui s'appelle « Il était une fois les musiciens » avec Arte Sixte, qui est un orchestre que tu as créé, si je ne me trompe pas, en 2011. Tout à fait. Et donc, vous donnez un concert le dimanche 9 février prochain, donc à Saint-Cyr-sur-Loire, donc c'est en Indre-et-Loire, en Touraine. Je voulais savoir un petit peu comment ce projet était né et de quoi il relevait. Alors, Il était une fois les musiciens, on en parlait juste avant l'émission, c'est un spectacle musical, même si j'aime pas ce mot, il n'y a pas de mot pour désigner réellement ce qu'on va faire. C'est pas un concert, c'est pas tout à fait un spectacle non plus, c'est pas du conte musical, mais c'est un format un peu hybride qui réunit des textes et de la musique, une grosse mise en lumière, un peu de mise en espace, et vraiment un échange avec le public. On essaye dans ce spectacle-là, Il était une fois les musiciens, de raconter ce qu'est cette vie de musicien. Parce que le public ne voit qu'une toute petite partie, on en a déjà parlé justement,
Alors, j'ai pas envie de dévoiler toutes les coulisses, l'envers du décor, mais de montrer que ces vies de musiciens, elles sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine, que tout n'est pas forcément idyllique, que tout n'est pas, c'est pas une vie où on est sur scène et puis on est avec les copains, on se marre et puis c'est super. C'est pas toujours ça. Et à travers des témoignages magnifiques de Clara Schumann, par exemple, la femme de Robert Schumann, qui était une très grande pianiste et une compositrice de l'époque milieu du 19e siècle, à travers quelques lettres qu'elle a envoyées, on comprend aussi que déjà à l'époque, il y a plus de 150 ans, presque 200 ans maintenant, en fait, ce qui est très fort, c'est qu'il y a les mêmes doutes, les mêmes questions et les mêmes problèmes que les musiciens actuels. C'est toujours les mêmes petits doutes, les mêmes problèmes, voilà, les mêmes émotions aussi. À travers des mots de Barbara aussi, on va pouvoir découvrir quelques petites choses. Voilà, une lettre magnifique d'Edith Piaf aussi. On découvre que ces questionnements-là, ces doutes, j'ai pas envie de faire un spectacle négatif sur le métier de musicien, c'est pas du tout le cas, parce que c'est un métier magnifique, mais c'est de montrer que derrière l'artiste, on se pose beaucoup de questions, et c'est le doute qui nous habite quand on est en scène. Un artiste qui arrive sûr de lui, il doit quitter la scène. Voilà. Si on est sur scène, c'est parce qu'on doute, et c'est parce qu'on cherche des réponses sur scène. Voilà. Alors des fois on les trouve pas, des fois on les trouve, mais les plus beaux concerts, c'est ceux où on arrive bourré de doutes et on ressort avec des réponses. Et la musique, parfois, nous offre des réponses. Mais c'est vraiment... Et ce spectacle-là, je crois, moi, ça fait 10 ans que j'y pense. Alors, pas concrètement en me disant, je vais faire un spectacle comme ça. Pas du tout. Mais ça fait c'est plus de 10 ans de réflexion. Et d'entendre, par exemple, la voix de Jean-Baptiste Couturier, que j'ai connu, moi, il y a plus de 20 ans, il y a des questions qu'il m'a posées, ou en tout cas des échanges que j'ai eus avec lui quand j'avais 8, 9, 10 ans, des petits souvenirs comme ça qui vont ressurgir dans ce spectacle. Voilà, complètement involontairement, un peu inconsciemment, mais c'est pour montrer vraiment tous ces questionnements, ces doutes et ces interrogations qu'on peut avoir et qu'on va rechercher dans la musique. Un artiste est aussi toujours animé par un trac, enfin ça j'imagine que vous en parlez, peut-être, si on n'a pas de trac avant de monter sur scène, ça veut dire qu'on n'a plus vraiment notre place sur scène. Alors le trac, moi c'est ce que j'appelle le doute. D'accord. Voilà. Mais c'est la même chose, je pense qu'on parle de la même chose. Parce que le trac, c'est connoté peur, alors qu'en fait, le trac, ça peut être ce qu'on appelle le bon trac, c'est du stress, encore une fois, dans le sens, c'est pas l'angoisse. Voilà. Le mauvais trac, c'est de l'angoisse. Et ça, c'est terrible, parce que ça peut paralyser, mais ça arrive à tout le monde, tous les artistes, je pense, sur scène. L'angoisse, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver aussi, parce que ça paralyse. Le stress, c'est magnifique. L'émotion, c'est magnifique. La peur, c'est magnifique. Mais et donc c'est justement c'est ce que moi je résume dans des doutes, voilà, des questionnements qu'on peut avoir. Et donc parfois on n'est pas sûr. En fait, le doute, c'est quand on n'est pas sûr de ce qu'on va faire sur scène, mais on essaye, on cherche. Voilà. Des fois on cherche, c'est magnifique, et puis des fois on se trompe. Mais ça, c'est le propre de tout artiste. Oui, c'est ça. Un musicien monte sur scène pour justement trouver quelque chose, chercher et s'accomplir. C'est vrai que s'il n'y a pas ce doute, si on est sûr de soi, je pense qu'on ne monte pas sur scène, t'as raison. C'est pas très intéressant. En tout cas, ça veut dire qu'on n'a plus rien à dire et plus rien à rechercher. Donc peut-être qu'il faut passer à autre chose. Après, chacun peut voir, voilà, c'est une conception personnelle. Il y a plein de gens qui peuvent penser complètement différemment et ils auront complètement raison. Donc, il était une fois les musiciens avec l'orchestre Cartésix, c'est le dimanche 9 février à Saint-Cyr-sur-Loire. Comment on fait si on veut réserver nos places ? Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet de l'ensemble, ensemblecartésix.com, ou de réserver par mail, c'est reza.cartésix@gmail.com. Mais sur le site de l'ensemble et sur la page Facebook aussi, on a toutes les informations pour venir à ce spectacle. Ça va être pour nous un moment très fort dans la vie de l'ensemble. Voilà, c'est un spectacle qui je pense, mûrit depuis très très longtemps. Et donc aussi, le vendredi 14 février, tu vas diriger l'Orchestre national des Pays de la Loire à Nantes pour des extraits de Roméo et Juliette de Prokofiev. Tout à fait, là, également. Pareillement, on peut réserver les places sur Internet. Voilà, auprès du lieu unique à Nantes. Voilà, c'est un concert aussi où, avec l'aide de Clément Lebrun, qui est un grand musicologue et quelqu'un ce qu'on appelle un médiateur de la musique, c'est-à-dire qu'il est vraiment là pour présenter la musique et faire en sorte que le plus grand public comprenne aussi ce qu'on fait. Voilà, donc il sera là pour présenter des extraits de Roméo et Juliette, une œuvre très grand public et qui plaît vraiment. Alors là, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Et ce sera au lieu unique à Nantes avec l'Orchestre national des Pays de la Loire, oui. Très bien. Et pour la suite, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
De toujours pouvoir continuer à créer, parce que c'est ça qui me passionne, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir voilà, réfléchir à des concepts, des concerts, des programmes, et ça, c'est ce qui vraiment m'anime, et ce que j'aime faire, c'est toujours rêver. Voilà, j'ai toujours rêvé de programmes, toujours rêvé de concepts, de concerts, voilà. Donc, le plus beau, c'est quand on peut les réaliser, voilà, mais parfois, il ne faut pas pouvoir les réaliser tout de suite, faut laisser les rêves mûrir un peu, faut les laisser faire, les laisser partir, puis après les retrouver plus loin. Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, j'espère en tout cas, c'est de pouvoir continuer à créer et à rêver, surtout. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation et d'être venu pour la première de Bémol. Ça me touche vraiment. Et puis, je pense Merci que c'était beaucoup. très intéressant pour nous tous. Je voudrais finir avec le mot de la fin et que tu complètes cette phrase, si tu veux bien. La musique, pour moi, c'est... Oula, je vais faire une réponse très, très bateau, mais c'est ma vie. Ouais, Je ne c'est peux pas parfait. vivre, voilà, c'est un peu simpliste, j'aurais dû préparer quelque chose de mieux, pardon Elodie, Non, mais j'aurais pu être meilleur là-dessus. Mais c'est non, très c'est ma bien. vie, je vais pas mentir, c'est ma vie. Très bien. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés pour cette grande première. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine pour des raisons techniques, donc je vous donne rendez-vous le 16 février à 20h15. En attendant, vivez passionnément. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns. Isn't it